j'en pleure, moi, à ce moment-là. C'est des moments magiques. On sent qu'il y a une espèce de dualité, et c'est le thème que je vais aborder, qui est, bon évidemment, quand je dis derrière le masque, je parle évidemment de cette espèce de différence. Quand on est Mehdi Bayat et qu'on est devant la caméra, il y a cet air séducteur, cet air politique, ce qui n'est pas, selon moi, c'est pas à prendre comme quelque chose de négatif, justement, c'est un reflet de ce que vous donnez à voir, mais quelque part aussi, il y a un fond très simple. Et il y a une phrase de votre compagne, votre épouse, qui disait justement en 2013, « Mehdi est quelqu'un qui ne s'impose pas, qui n'aime pas être mis en avant. » Est-ce qu'on est obligé de se protéger derrière un masque quand on est à votre niveau de compétence? D'une certaine manière, oui, mais en même temps, et c'est vrai que j'ai été... les moments où j'ai été les plus déstabilisé sur un plateau de télé, et Dieu sait que j'ai vécu des moments compliqués sur les plateaux de télé, où on a souvent tendance à dire que je m'en sors toujours très bien, mais les seuls moments où j'ai vraiment vécu des moments difficiles, c'est quand je suis arrivé sur un plateau et qu'on commence avec des éloges. Et que finalement, on met en avant les qualités de ma personnalité, les réussites que j'ai pu avoir à certains moments. Et là, je suis un peu, finalement, presque mal à l'aise. Je crois que c'est surtout ce côté-là, en fait, que mon épouse met en avant dans ce qu'elle a voulu dire. Et c'est vrai qu'on en parle des fois ensemble. Elle me dit, c'est fou quand même que tu n'aimes pas que les gens te mettent en avant. Quand je suis là et qu'il y a du monde autour de moi et que des personnes sont là en train de dire « Ah ben Mehdi, c'est exceptionnel, ce que tu as fait, si, ça et ainsi de suite », je suis tout de suite un peu déstabilisé. Et donc finalement, ça donne même d'ailleurs un peu des arguments pour les personnes qui prépareront des prochaines interventions que je pourrai avoir sur un plateau télé. Ils peuvent savoir maintenant que plus ils seront gentils avec moi et plus je serai mal à l'aise. Je ne sais pas si ça donnera de beaux moments de télé, mais en tout cas, c'est la vérité. Mais oui, effectivement, c'est un petit peu aussi cette face-là où je suis effectivement souvent mal à l'aise lorsqu'on met en évidence, je dirais, des choses positives de ma vie. Et moi-même, je ne suis pas du style à vouloir me mettre en évidence. Je vais toujours parler du travail collectif qui est fait autour de moi. Et c'est ce que je pense vraiment. Ça veut dire que je ne pourrais pas être l'homme que je suis si je ne suis pas entouré convenablement. Je ne serais pas l'homme que je suis si ma mère n'avait pas été celle qu'elle est. Je ne serais pas l'homme que je suis si ma femme n'est pas celle qu'elle est aujourd'hui à mes côtés. Et je ne serais certainement pas l'homme professionnel que je suis si je n'avais pas toutes les personnes qui sont autour de moi et qui me permettent de pouvoir accomplir ensemble des missions comme celles que nous accomplissons depuis maintenant pas mal de temps. Vous êtes un homme d'affaires qui a une vision sur les choses. D'ailleurs, par exemple, le fait de pouvoir aujourd'hui proposer des contenus comme Janus en collaboration avec Unibet, c'est déjà une ouverture parce que c'est des contenus originaux qui ne se feront pas ailleurs. Ça, je tenais à le dire. Vous avez un côté très stratège et surtout, j'ai pas l'impression que vous laissiez de la place à l'imprévu. Vous contrôlez tout. Il y a cette volonté de toujours tout vouloir baliser, que tout soit prêt pour ne pas se laisser surprendre. Vous comprenez ce que je veux dire ? Je comprends ce que vous voulez dire, mais en même temps, je suis quelqu'un, je pense comme tout entrepreneur qui comprendra ce que je veux dire, qui aime le risque aussi. Et quand on veut prendre des risques, et j'en ai pris beaucoup dans ma carrière, on doit à un moment donné être capable de baliser et d'essayer de contrôler. Mais en même temps, il faut être sûr de soi. Et c'est pour ça que très souvent, quand on le dit, je suis un bon communicant et je me joue au jeu de la presse, je ne refuse jamais une interview. C'est très rare que je refuse une interview, quel que soit le contenu de celle-ci d'ailleurs. Mais je le dis aussi, de manière très claire, je n'aime pas être briefé sur mes interviews. Je déteste préparer une interview à l'avance. Je déteste qu'on m'envoie les questions à l'avance. Parce que ça pollue mon esprit. Et comme je le dis très souvent, quand on est sincère, quand on connaît son sujet, je ne vais pas aller débattre sur n'importe quoi, mais quand on connaît le sujet dans lequel on est et quand on est sincère, on n'a pas besoin de préparer une interview. Il suffit d'être soi-même. Et c'est ce que je suis, et c'est ce que j'essaye d'être en tout cas. Ça veut dire que je vais vraiment participer à tout type d'interview, tout simplement en me disant, il n'y a pas de problème, on m'attaquera, je répondrai, et je répondrai tel que je suis moi-même, et tel que mes convictions et mes valeurs finalement me permettent d'être celui que je suis aujourd'hui. Mais le fait de vouloir tout contrôler, quelque part, c'est aussi imposé par
le monde dans lequel vous évoluez, je veux dire, le monde du football n'est pas un monde tendre, et ça il faut quand même le dire, c'est important que les gens le sachent. Forcément, cette volonté de tout baliser, de tout contrôler, elle vient de là. Mais justement, qu'est-ce que ça sous-tend, la racine de ça, selon vous? Si vous voulez revenir dans votre vie, dans l'éducation qu'on vous a donnée, par rapport à votre personnalité, si vous voulez, par exemple, réfléchir avec moi là-dessus, comment vous l'interprétez? Il y a plusieurs principes qui sont importants, mais le premier, c'est toujours ce principe de l'éducation qu'on a reçu. Je me souviendrai toujours, et c'est quelque chose qui me suit, depuis ma plus tendre enfance, mais qui va expliquer un petit peu aussi quels sont ces principes justement qui sont liés à cette vie de nomade, à cette vie cette culture de devoir s'intégrer quelque part où on arrive. Lorsque j'avais plus ou moins 6 ans, nous sommes arrivés en France, départ avec un statut de réfugié politique, et puis à un moment donné, ma maman a pris la décision de dire, bon maintenant ça fait quand même quelques années qu'on est ici, et peut-être que pour l'intégration des enfants, il serait mieux que nous demandions la nationalité française. Ce que nous avons fait. Et je me souviens qu'à cette époque, c'était l'époque de la droite française extrêmement... oui, mais à la rigueur, je veux bien, mais c'était Charles Pasqua qui était à l'époque ministre de l'Intérieur, il était plus virulent encore. C'était pas... le gaullisme est encore un fondement qui est beaucoup plus ouvert, justement. Et là, à cette époque, vraiment, Charles Pasqua était vraiment très dur. Et on est venu me voir à un moment donné en disant, bon, vous voulez prendre la nationalité française, c'est très bien, mais nous vous suggérons de peut-être changer les prénoms des enfants, parce que ce sera mieux pour l'intégration, et ainsi de suite. Moi, j'ai 6 ans, ma mère, elle vient me voir, elle me demande de dire, mais pourquoi est-ce que tu choisirais pas un prénom qui serait peut-être mieux dans... Bon. Ma mère pensant très bien faire. Et à un moment donné, on me demande, à moi j'ai 6 ans, mon prénom, pourquoi pas, je m'appellerai Bob. Et puis, quelques temps après, lorsqu'on me dit, bon, ok, tu vas être Bob, ça sera Bob. Et puis on nous répond, non, écoutez, Bob n'existe pas dans le calendrier, et ce sera Robert. Bon. Et je me souviendrai toujours de ce moment où j'arrive à l'école, l'année suivante, où sur les registres, mon nom n'était plus Mehdi Goli d'ailleurs, puisque mon vrai prénom sur mon passeport aérien c'est Mehdi Goli, était devenu Robert. Et puis j'arrive dans la classe, et puis comme dans toutes les classes, à un moment donné, lorsqu'on arrive, le professeur fait l'appel, et là c'était tombé sur un nouveau maître d'école qui me connaissait pas, et puis là il fait Stéphanie, oui, Stéphane, oui, Paul, oui, Robert Wyatt. Et là, d'un coup, moi, ah pardon, c'est moi. Je trouve que c'est une certaine forme d'injustice qui a été faite à l'époque, mais qui en même temps partait d'un bon principe de la part de ma mère, mais qui veut finalement pousser les gens à comprendre qu'à un moment donné, on doit peut-être changer certaines choses comme un prénom, que pour pouvoir bien s'adapter à la nouvelle vie dans laquelle on est. C'est quelque chose contre lequel je me battrai maintenant toujours. Vous savez que c'est quelque chose qui a été très à la mode, notamment en France ces dernières semaines, avec notamment le débat sur Éric Zemmour par rapport à la francisation des prénoms, etc. Et donc, du coup, forcément, c'est bien que vous fassiez écho à ça, parce que c'est totalement dans l'actualité. C'est quelque chose qui, je trouve, m'horrifie même limite. C'est vraiment... Pourquoi est-ce qu'on a besoin à un moment donné de vouloir se donner une autre identité que celle qui est la nôtre, si ce n'est qu'on peut tout simplement être celui qu'on est, mais complètement en phase dans la société dans laquelle on vit, et être brillant, réussir, et être finalement jugé au même niveau qu'un autre, et en acceptant encore plus même les origines et les racines qui sont les nôtres. Parce que ce n'est pas parce qu'on a des origines qui sont différentes qu'on ne doit pas s'adapter à un moment donné à la société dans laquelle nous avons décidé de venir. Et c'est finalement peut-être tout ce principe-là qui fait qu'à un moment donné, depuis ma toute tendre enfance, je me suis toujours dit, à un moment donné, il faut avoir le contrôle de la situation dans laquelle on est pour ne pas avoir besoin de passer par des phases aussi grotesques, je pense, que celles dans lesquelles on est. Et je traîne finalement ce prénom de Robert sur mes papiers d'identité depuis l'époque, et elles sont là, elles sont celles qu'elles sont, mais je m'appelle bien Mehdi, et tout le monde m'appelle Mehdi, et je suis extrêmement fier qu'on m'appelle par le prénom qui m'a été donné par mes parents,
Et à un moment donné, c'est quelque chose, je pense, de très important. Le conseil que je donnerai à tout le monde, c'est construisez-vous par vous-même. Vous n'avez pas besoin à un moment donné de passer par quelques phases, qu'elles soient, pour essayer d'aller chercher une identification. Au contraire, il faut se battre pour. Et je vais parler à l'homme d'affaires, parce que ça m'intéresse beaucoup. Vous avez certainement, et c'est une évidence, et vous devez au quotidien traiter des dossiers qui sont très compliqués, avec des gens qui sont compliqués, avec une négociation qui parfois n'est pas facile, etc. Est-ce qu'il faut nécessairement avoir je dirais un esprit reptilien, être froid, efficace pour réussir dans votre secteur d'activité? Non, pas du tout. C'est vraiment tout l'inverse de ce que j'essaye d'être et de ce que je demande finalement à toute ma garde rapprochée, toutes les personnes qui travaillent avec moi d'être. Je pense qu'il faut être correct, honnête, pour se faire respecter. Il ne faut jamais prendre, c'est ce que je dis aussi des fois à certaines personnes, il ne faut pas prendre la correction pour de la faiblesse et il ne faut pas forcément crier fort que pour être respecté. Moi, je pars vraiment d'un principe qui est complètement différent, qui est celui de se faire respecter par des prises de décision que l'on prend, par des valeurs que l'on défend, par des convictions qu'on a au fond de soi, et d'essayer surtout de ne pas déroger à celles-ci. Parce que, effectivement, c'est vrai que dans le monde du football, c'est très particulier, et c'est un vrai monde de requins, et on le dit très souvent, et c'est un monde aussi qui est extrêmement médiatisé, dans lequel tout ce que l'on fait est souvent analysé sous la loupe, et dans lequel aussi le monde extérieur a souvent tendance à vouloir participer à la vie quotidienne. Je dis très souvent, quand on a 10 000 personnes dans le stade, on a 10 000 entraîneurs. Quand on a une base de 500 000 supporters, on a 500 000 dirigeants qui ont envie chacun de donner leur opinion, leur avis et finalement de guider d'une certaine manière notre manière de travailler. Ce poids-là est extrêmement difficile à assumer par énormément de dirigeants du monde du foot. Et j'ai toujours dit, je ne dérogerai pas à mes règles, à mes valeurs. C'est ce qui fait que je suis le dirigeant que je suis aujourd'hui. C'est ce qui fait aussi peut-être que j'ai une certaine forme de réussite dans ma carrière professionnelle. Mais même s'il faut s'adapter à certains moments, pour moi, on n'a absolument pas besoin, je dirais, d'être forcément dur en affaires quand on sait où on va, quand on a les idées claires, quand on est capable de mettre en place, je dirais, une stratégie qui est bien réfléchie et surtout de bien s'entourer, parce que c'est la clé et c'est la base de tout. On ne peut pas être un bon homme d'affaires si on n'a pas les bonnes personnes autour de soi. Il n'y a pas un moment donné où vous êtes posé la question de se dire est-ce que j'en fais pas trop? Est-ce que Mehdi ne lâcherait pas prise? Est-ce qu'il n'y a pas un besoin chez vous à un moment donné d'égarement, de liberté, de souffler par rapport au monde dans lequel vous êtes et aux responsabilités que vous avez? À un moment donné, on se dit mais à un moment, il faut que je coupe là. Si, et je pense que j'ai vécu de plein fouet ce moment il n'y a pas très longtemps. Quand à un moment donné, je commence ma carrière en 2002 au Sporting de Charleroi, j'arrive ici, le club appartient à mon oncle, je commence comme commercial, où on me donne les clés d'une voiture et on me dit voilà, tu vas avoir un contrat à 2000 € brut par mois et va te débrouiller, va vendre du Sporting de Charleroi dans un pays que je ne connais pas, dans une ville que je ne connais pas. Bon, ben voilà, un jeune à qui on donne une opportunité, et peut-être que je n'aurais jamais eu cette opportunité si mon oncle n'a même pas été le patron du club finalement. C'est un assist qu'on m'a donné, et puis le reste derrière, je devais le construire moi-même. Au fur et à mesure que j'avance en fait dans ma carrière, j'ai eu ce rêve ultime à un moment donné, surtout lorsqu'on passait par de mauvais moments, de me dire un jour, je serai le patron du Sporting de Charleroi. Au bout de 10 ans, je suis devenu le patron du Sporting de Charleroi. C'était 2012. Et puis, l'image du club était tellement négative à cette époque, on était tellement peu respecté dans le monde du football belge, que je me suis dit, je veux aussi faire en sorte que le Sporting de Charleroi soit entendu dans les instances de la Pro League, dans les instances fédérales. J'ai travaillé, on a appris à me connaître, on s'est dit finalement, ce jeune garçon est dynamique, il a de bonnes idées, plus jeune que tous ceux qui étaient autour de la table, et puis il a de l'énergie. Il va travailler ses dossiers, il va y aller. Ah bah viens à la Pro League, rentre dans les instances de la Pro League, rentre dans le conseil d'administration, apporte tes idées. Et je me suis battu pour apporter des réformes importantes dans lesquelles je croyais réellement. Et puis finalement, on se dit, bon, la fédération va moins bien. Bon, on va l'envoyer à la fédération. Écoute, dis, vas-y. Puis je suis arrivé à la fédération.
Je suis rentré d'abord dans le conseil, ce qui était le comité exécutif à l'époque de la fédération, et puis peu de temps après dans le conseil d'administration. Puis on m'a donné des responsabilités, la responsabilité des Diables Rouges après l'Euro 2016, puis j'en suis devenu le président. Et puis finalement on rentre à un moment donné dans une ascension fulgurante dans laquelle très clairement je me suis perdu. Ça veut dire qu'à un moment donné, j'étais partout, avec toujours cette volonté de rester correct, de rester juste. Donc on a une certaine forme d'ascension fulgurante qui nous emmène à un moment donné, qui m'a amené en tout cas à me perdre en chemin à un moment donné. Et j'ai eu peut-être une certaine forme de prise de conscience, parce qu'évidemment après la fédération belge, j'ai eu l'UEFA, où là je suis arrivé et pour la première fois de ma carrière, j'ai perdu une élection. Où pourtant on me voyait vraiment vainqueur haut la main et pouvoir entrer dans le board de l'UEFA. Il y a une grosse déception. Et après coup, quand on rentre en Belgique, la question que je me suis posée avant tout, comment est-ce que tu aurais pu gérer Charleroi, la Fédération belge de football et l'UEFA en même temps? C'est juste techniquement pas possible. Et de là est revenue toute une remise en question. Et puis il y en a une autre aussi à un moment donné qui a été un vrai rappel pour moi. Il y a 2 ans, la première année où malheureusement le Covid a fait son apparition, le Sporting de Charleroi termine à la 3e place, avec un nouvel entraîneur, Karim Bellossine, qui était arrivé, que j'avais accompagné au début, et puis finalement au fur et à mesure, on ne peut pas se découper en plusieurs morceaux. Et donc j'ai omis, peut-être à certains moments, d'être suffisamment présent pour le Sporting de Charleroi, qui reste mon bébé, qui reste mon capital. Et puis, en même temps, dans mon ascension à la fédération, et un peu partout, je me suis rendu compte que j'étais devenu une cible humaine. Tout le monde a envie de me tirer dessus. Les gens du monde du foot m'ont toujours respecté, m'ont toujours soutenu. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu ma correction. Ils ont vu que j'ai toujours essayé de baliser encore une fois, d'être sous contrôle en permanence de moi-même, de ne jamais partir trop à gauche, de ne jamais partir trop à droite, parce que je sais qu'on m'attend au tournant. Et puis, à un moment donné, l'année suivante, le Sporting de Charleroi termine à la 13e place, où on sort complètement de l'ADN du club, de ce qui était général modèle de fonctionnement. J'ai l'impression que j'ai été chercher des grands noms, d'une certaine manière, peut-être pour fuir mes responsabilités. Je n'aurais jamais accepté de faire le recrutement que j'ai fait si j'étais pleinement conscient et à Charleroi à 100%. Et tout ça, pourquoi? Parce que peut-être que j'ai voulu à un moment donné acheter ma tranquillité en disant, pour une fois, je vais faire plaisir à mes supporters, aux gens de l'extérieur, à mon entraîneur. Pas que je veux dire que toutes ces personnes sont incompétentes, que pour pouvoir faire les choix que moi je dois faire au quotidien. Mais à un moment donné, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on sait où on veut aller, quand on a une stratégie qui est claire, qui a fait ses preuves et qui fonctionne bien, il faut rester sur ses propres valeurs et son modèle de fonctionnement. Et quand tout ça se passe, à un moment donné, je me dis, bon, on est juste au devant de la Coupe d'Europe. Ça fait 5 ans que je suis à la fédération. La photo d'identité de la fédération, il y a 5 ans quand je suis arrivé, et au moment où je parle de ce moment, on a l'impression que c'est 2 personnes complètement différentes. Et loin de moi la volonté de vouloir dire que je veux m'accaparer toute la réussite de la fédération sur ces 5 dernières années, parce qu'on a été plusieurs à participer à ça, mais j'ai donné beaucoup de temps et beaucoup d'énergie pour cela. Et je suis extrêmement fier de ce qu'on a réussi à faire. Parce qu'aujourd'hui, la fédération se porte bien, elle est saine, elle est indépendante, comme elle ne l'a jamais été, et je me suis rendu compte que finalement, quel est mon intérêt à rester là quand je suis critiqué en permanence, quand il y a toutes les histoires qu'on a entendues, quand on parle constamment de mon frère, quand on parle de Footgate, quand on parle de ci, de ça, alors que moi, j'ai donné bénévolement de mon temps pendant 5 ans pour travailler et faire ce que j'ai fait au niveau de la fédération, tout en délaissant mon club et ma famille. Et à un moment donné, il y a une prise de conscience. Et elle est là. Oui, bien sûr. Et c'est ce qui fait que j'ai décidé à un moment donné d'arrêter la fédération et de me concentrer pleinement sur Charleroi et ma famille, en me disant en même temps
que j'ai le sentiment du devoir accompli par rapport à ce que j'ai fait pendant les 5 années où j'étais là-bas. Bien sûr. Il vient aussi justement cette idée de construire un héritage sur base de ce que vous avez créé, etc. Moi, j'ai l'impression d'une personne très ambitieuse qui a, justement, vous l'avez très très bien dit, l'objectif de cocher un maximum de cases possibles dans votre carrière, parce que c'est une carrière, hein, être carriériste, ce n'est pas forcément quelque chose de négatif. Est-ce qu'il y a un but final à votre ascension qui est constante, en fait? Pas vraiment. Je crois que je suis plus dans cette volonté de continuer à prendre du plaisir à faire ce que je fais et surtout à en donner aux autres. Je crois que je suis quelqu'un qui apprécie encore plus la réussite quand je vois le sourire, la fierté sur le visage des autres. Je me souviens de certains moments d'émotion à en pleurer, hein, où je suis au bord du terrain, où je vois un jeune Martin Wazinski qui est un pur produit de notre école des jeunes, qui est poussé par les joueurs vers le public. Et j'en pleure, moi, à ce moment-là. C'est des moments magiques. Ces moments où on va chercher une qualification pour une Coupe d'Europe. Ces moments où on va chercher des résultats. On se qualifie pour la première fois pour les playoffs 1 et que je vois mes supporters tellement heureux et fiers de dire « ça y est, on est fiers de porter notre écharpe noire et blanche. On est fiers de nos couleurs ». J'ai aussi beaucoup d'attaches à la région et à la ville de Charleroi qui m'a accueilli à bras ouverts il y a 20 ans. Je le dis très souvent, je me sens Carolo aujourd'hui, vraiment. L'attachement que j'ai en fait pour la région de Charleroi va être aussi un des liens qui va peut-être doper cette ambition que j'ai, notamment le projet du nouveau stade. C'est ce type de projets-là aujourd'hui qui sont surtout importants pour moi. Parce que ce n'est pas simplement le fait de faire un nouveau stade. Ce que l'on a comme volonté de faire, c'est aller se positionner sur un terrain qui a fait sourire beaucoup de personnes parce que c'est une ancienne friche industrielle dans une zone qui ressemble plus à Tchernobyl qu'autre chose aujourd'hui, à Marchienne-au-Pont. Mais notre volonté, c'est de participer de nouveau à l'essor économique de cette zone qui a été une des zones les plus riches de Charleroi et même d'Europe, il fut un certain temps, et de pouvoir aussi créer un outil complètement différent. Notre stade sera une première mondiale, puisque ce sera le premier stade au monde qui aura un parapluie translucide qui laissera passer les lumières du soleil, les ultraviolets, et une pelouse naturelle. Et surtout, ça va être une enceinte multifonction qui va nous permettre de jouer au foot, mais également de recevoir des concerts et des events de grande envergure, puisqu'en capacité foot, on sera à plus ou moins 21 000 places, et en configuration concert, on sera sur du 25-26 000 places. C'est ça aussi pour moi qui est important, c'est de marquer l'histoire. Cet héritage, cette volonté de vouloir laisser quelque chose derrière soi, c'est non seulement des résultats évidemment sportifs importants pour le Sporting de Charleroi, mais c'est également aussi de laisser son empreinte à travers une ville, une région qui m'a accueilli, qui m'a reçu à bras ouverts, comme je l'ai dit tout à l'heure, et à laquelle j'ai aussi envie de laisser quelque chose. Et puis le reste se dessinera au fur et à mesure, on verra. Quand on vit dans le secteur du foot comme de la manière dont moi je l'ai vécu depuis ces 20 dernières années, où j'ai eu effectivement une ascension fulgurante, forte, avec beaucoup de responsabilités et d'engagement de part et d'autre, il est très difficile ensuite de pouvoir aller faire autre chose. Parce qu'à un moment donné, le corps s'habitue, l'esprit s'habitue. Et c'est moi-même en fait qui vais devoir préparer à un moment donné aussi ma sortie, en me disant je vais devoir le faire, en essayant de faire en sorte que psychologiquement ça ne m'affecte pas trop. Parce que j'ai la chance de parler avec beaucoup de personnes qui ont été de grands chefs d'entreprise et qui à un moment donné n'ont pas préparé leur sortie. Et finalement, ils l'ont extrêmement mal vécu. Donc on verra de quoi sera fait l'avenir. Quand vous regardez votre parcours, les batailles, les complications, les victoires aussi, vous voudriez la même vie pour vos enfants? Je pense pas. Je pense pas. Je pense que ma principale volonté aujourd'hui, comme je le dis très souvent, je prends tellement de plaisir à avoir l'insouciance de mes deux filles, qui ont 8 ans et demi et 7 ans aujourd'hui, à prendre du plaisir simplement parce qu'elles sont en vie, simplement parce qu'elles profitent de ce qu'elles ont, simplement parce qu'elles ont des parents aimants, qu'elles vont à l'école, qu'elles ont la chance de ne pas être dans le besoin. Et je me dis que mon rêve idéal aujourd'hui serait surtout de faire en sorte que mes enfants soient heureux en permanence, dans leur enfance, dans leur adolescence, dans leur vie de future mère, dans leur vie de future épouse, dans leur vie de peut-être futur chef d'entreprise. Je ne sais pas ce qu'elles feront. Mais ma seule volonté, en fait, c'est de
de faire en sorte qu'elles se lèvent tous les jours, chaque jour du restant de leur vie, en se disant on est heureuse. Et vous? Ce sera la dernière question. Est-ce que vous êtes heureux du matin quand vous vous levez, jusqu'au soir où vous rentrez, vous faites une bise à vos enfants, vous embrassez votre femme, vous allez dormir? Est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que vous vous levez le matin en disant « Putain, génial, j'ai une vie magnifique ». C'est peut-être triste pour moi ce que je vais dire, mais non, évidemment pas. J'aimerais aussi finalement de temps en temps me dire, et c'est des questions que tout chef d'entreprise se pose à un moment donné lorsqu'il est vraiment soumis à de lourdes responsabilités, où on se sent extrêmement seul des fois dans certaines prises de décision, et on se dit mais est-ce que je serais prêt à lâcher tout ça pour simplement le fait de pouvoir me dire à un moment donné j'aurais peut-être beaucoup moins de responsabilités, je gagnerais peut-être moins d'argent, mais est-ce que je ne serais pas plus heureux finalement dans ma vie quotidienne? Et ben, je me suis souvent posé cette question-là, et à un moment donné, ben, voilà, on se rebooste, on repart à l'attaque, mais je crois que si je dois répondre de manière extrêmement honnête à votre question qui est bien précise, malheureusement pour moi, je ne peux pas me lever tous les jours en me disant tous les jours que je suis heureux, et c'est une réalité qui fait partie de ma vie. Merci infiniment, vraiment. Ça m'a fait vraiment plaisir de partager ce moment avec vous. Avec plaisir.